Après avoir vu donc le système de l'audition, je vous propose maintenant d'aborder le système vestibulaire. Le système vestibulaire est le système sensoriel principal de la perception du mouvement et de l'orientation spatiale du corps, en particulier par rapport à l'axe vertical. Ce système est donc à la base du sens de l'équilibre. Les récepteurs sensoriels de ce système sont localisés au niveau de l'oreille interne. Des perturbations de ce système peuvent être à l'origine de vertiges. Au cours de ce chapitre, nous verrons que le labyrinthe constitue l'élément périphérique principal du système vestibulaire, constitué d'un ensemble complexe de canaux interconnectés qui présentent de nombreux points communs avec la cochlée. Comme la cochlée, le système vestibulaire utilise le même ensemble spécialisé de cellules sensorielles ciliées pour opérer la transduction des déplacements en influx nerveux. Dans le cas du système vestibulaire, ces déplacements sont assimilés à des accélérations angulaires et linéaires qui proviennent des mouvements de la tête, des effets inertiels dus à la pesanteur et des vibrations transmises par le sol. Les messages du système vestibulaire vont être intégrés avec ceux des systèmes visuels et somesthésiques pour permettre la perception de la position et de l'orientation du corps dans l'espace. Du fait de ces interconnexions avec les structures motrices, le système vestibulaire participe au contrôle et à la coordination des mouvements réflexes de la tête, du cou, du tronc et des yeux. Le labyrinthe est constitué de deux parties. Le labyrinthe osseux, la boîte, et le labyrinthe membraneux, ce qu'il y a dans la boîte. Le labyrinthe osseux constitue une capsule protectrice figurée par les cavités creusées dans la pyramide pétreuse ou rocher de l'os temporal. Le labyrinthe osseux est rempli de périlymphe de composition voisine à celle du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire pauvre en potassium et riche en sodium. Le labyrinthe membraneux est situé à l'intérieur des cavités du labyrinthe osseux et est constitué d'une membrane revêtue d'un épithélium simple baignant dans de l'endolymphe de composition voisine au liquide intracellulaire, à savoir riche en potassium et pauvre en sodium. Les épithéliums sensoriels, auditifs et de l'équilibre ont une origine commune à partir du développement de la placode otique de l'embryon. Le labyrinthe osseux comprend deux cavités, le vestibule et les canaux semi-circulaires. Chacun des trois canaux semi-circulaires est disposé dans un des trois plans de l'espace. Le labyrinthe membraneux, lui, est constitué de sacs membraneux remplis d'endolymphe, inclus dans le labyrinthe osseux et comprend trois éléments. Le canal et le sac endolymphatique, qui pourvoient l'ensemble du labyrinthe en endolymphe, les organes otolytiques, que sont le sacule et l'utricule, logés dans le vestibule, et enfin les trois canaux semi-circulaires, supérieur, postérieur et horizontal, qui débouchent près de l'utricule au niveau de renflements en forme de gourde appelés ampoules. Le système vestibulaire est en communication avec la cochlée par le canal réunien. Le ganglion de Scarpa renferme les corps cellulaires de neurones ganglionnaires bipolaires, protoneurones, qui collectent les informations vestibulaires et donnent naissance à la branche vestibulaire du nerf cochléo-vestibulaire ou nerf 8. Les récepteurs vestibulaires sont de deux types, les organes otolytiques et les organes ampulaires. Les organes otolytiques regroupent les sacules et utricules. Ce sont des sacs ovoïdes dont les parois internes sont recouvertes d'un épithélium sensoriel ou macule. La macule saculaire est verticale, alors que la macule utriculaire est horizontale. Les macules saculaires et utriculaires contiennent des cellules ciliées qui jouent le rôle de détecteurs sensoriels et des cellules de soutien. Au pôle apical, les cils des cellules ciliées pénètrent dans une substance gélatineuse à la surface de laquelle se trouvent des otolithes, encore appelés autoconies, qui correspondent à des cristaux de carbonate de calcium. À leur pôle basal, les cellules ciliées font synapse avec les terminaisons sensorielles axonales issues de la branche vestibulaire du nerf 8. Les organes ampulaires sont représentés par les renflements en forme d'ampoule des canaux semi-circulaires à leur abouchement sur l'utricule. Ils abritent un épithélium sensoriel, la crête ampulaire, contenant cellules sensorielles ciliées et de soutien, et une cupule, masse gélatineuse, qui obstrue la cavité de l'ampoule et forme une barrière flexible que ne peut franchir le flux de l'endolymphe au sein des canaux semi-circulaires. Les structures des épithéliums vestibulaires, macules et crête ampulaire, sont identiques.
Les 40 à 70 stéréociles, au pôle apical des cellules ciliées, sont enchâssés en touffes dans une plaque cuticulaire et regroupés par ordre de taille croissante vers le stéréocyle le plus long ou kinocyle. En plus de cellules de soutien, ces épithéliums sensoriels présentent des fibres nerveuses afférentes issues du ganglion de Scarpa qui viennent collecter les informations des cellules ciliées. Ces fibres nerveuses, à l'état de repos, en dehors donc de toute activité des cellules ciliées, ne sont pas silencieuses. Elles présentent une activité électrique, sous la forme de décharge de potentiel d'action, qui correspond au tonus vestibulaire de base. Dans chaque organe vestibulaire, les touffes de cellules ciliées ont une orientation spécifique. Chaque cellule a un axe de polarité par rapport au kinocyle. Le vestibule, dans son ensemble, répond à des déplacements s'effectuant dans toutes les directions. Dans un canal semi-circulaire donné, toutes les cellules ciliées sont orientées dans la même direction. Dans l'utricule et le sacule, une région spécialisée, appelée la striole, sépare les cellules ciliées en deux populations de polarité opposées. La sacule présente une polarité centrifuge et l'utricule une polarité centripète. Cette polarisation des cellules ciliées permet de répondre différemment aux inclinaisons des cils dans différentes directions. L'organisation des épithéliums vestibulaires des canaux semi-circulaires et des organes autolytiques va permettre de rendre compte des mouvements de la tête dans différentes directions. Les canaux semi-circulaires vont rendre compte des accélérations angulaires et les organes autolytiques des accélérations linéaires. Les accélérations angulaires sont mises en jeu, par exemple, lorsqu'une personne tourne sur elle-même, comme cette ballerine. Dans ce cas, ce sont les canaux semi-circulaires qui sont sollicités. À l'initiation d'une rotation sur la gauche, par exemple, l'endolymphe, du fait de son inertie, va se déplacer en sens inverse dans les canaux semi-circulaires. Et ce déplacement aura pour effet de déformer la cupule et de fléchir les stéréociles sur la gauche. Lorsque la rotation se maintient, accélération nulle, le mouvement relatif de l'endolymphe par rapport aux canaux semi-circulaires est nul. Les stéréociles ne sont plus sollicités, ne sont plus fléchis. Enfin, à l'arrêt de la rotation, l'inertie de l'endolymphe va courber les stéréociles dans le sens opposé, sur la droite dans cet exemple. Ce phénomène peut être reproduit avec un simple moule à gâteau rempli d'eau et un bâtonnet de glace. Si le bâtonnet est maintenu immergé et qu'on imprime au moule centré sur un plateau tournant un mouvement rotatoire, l'eau va se déplacer en sens inverse et faire pivoter le bâtonnet vers l'arrière. On peut donc assimiler d'un point de vue mécanique les canaux semi-circulaires à la juxtaposition de moule à gâteau bâtonnet à glace dans les trois plans de l'espace. Que se passe-t-il maintenant si l'on prend en compte les deux canaux semi-circulaires horizontaux droit et gauche lors d'une telle rotation concernant le codage des informations au niveau des afférents des ganglions de Scarpa? En d'autres termes, quelle sera l'évolution de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires? Pour répondre à cette question, il faut tenir compte en fait de deux choses. Tout d'abord, à l'image de ce que nous avons vu pour le système auditif, une déflexion des stéréociles vers les stéréociles les plus longs, et donc le kinocyle, induit une dépolarisation et donc une augmentation de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires. À l'inverse, une déflexion des stéréociles vers les stéréociles les plus courts va induire une hyperpolarisation et donc une diminution de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires. De plus, il existe une symétrie de polarité des canaux semi-circulaires droit et gauche pour laquelle les kinocyle sont situés en position médiane dans le plan de symétrie du corps. Cette disposition entraîne qu'à l'initiation d'une rotation sur la gauche, les stéréociles du canal semi-circulaire gauche seront fléchis vers les stéréociles les plus longs, alors que ceux du canal semi-circulaire droit seront fléchis vers les stéréociles les plus courts. Ces fléchissements vont se répercuter sur le tonus vestibulaire de base, lorsque la tête était au repos, des fibres afférentes de chacun des ganglions de Scarpa. L'initiation de la rotation sur la gauche va donc induire respectivement une augmentation de la fréquence de décharge des neurones bipolaires du côté gauche et une diminution du côté droit. Ces informations vont être relayées au niveau du système nerveux central qui va comparer ses activités en termes de différence droite-gauche. Et l'intégration de ces informations sera à l'origine d'un réflexe oculomoteur, à savoir le nystagmus physiologique, qui est un mouvement oculaire, rythmé, involontaire, qui se compose d'une phase lente suivie d'une phase rapide de rappel. La rotation lente des yeux, en sens inverse sur la droite, va maintenir la cible dans son champ visuel. En se basant donc sur les principes de cette mécanique, vous êtes à même de compléter ce schéma en précisant la nature des modifications de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires lorsque la rotation est maintenue et lorsque la rotation est arrêtée.
La structure des organes autolytiques les rend aptes à répondre aux déplacements statiques tels que ceux que produit l'inclinaison de la tête, ainsi qu'aux accélérations linéaires provoquées par ces mouvements de translation. La masse de la membrane autolytique par rapport à l'endolymphe qui l'entoure fait que le déplacement des cils s'effectuera de façon transitoire, phasique, lors d'accélérations linéaires, mais de façon continue, tonique, lors d'une inclinaison de la tête. Quelle sera l'évolution de la fréquence de décharge des fibres utriculaires lors d'une accélération linéaire ou d'un mouvement latéral de la tête? À l'état de repos, ces fibres présentent un tonus de base représenté par les signes plus, au niveau des utricules de chacune des deux oreilles internes. Ce tonus est comparable de part et d'autre de la striole qui, comme nous l'avons vu précédemment à la diapositive précédente, présente une polarisation centripète au niveau des utricules. Lors d'une accélération linéaire sur la droite, certaines populations cellulaires des utricules, du fait de leur polarité, seront stimulées et d'autres seront inhibées. Dans ce cas, certaines fibres vestibulaires auront une activité augmentée et d'autres une activité diminuée, tout ceci de façon transitoire. Enfin, dans le cas d'un mouvement latéral de la tête sur la gauche, inclinaison statique, les modifications d'activité seront comparables, mais au lieu de s'exprimer de façon transitoire ou phasique, comme dans le cas précédent, elles s'exprimeront de façon tonique. En résumé, les récepteurs de l'équilibre de l'oreille interne constituent l'appareil vestibulaire. Les récepteurs de l'équilibre statique sont la macule, les saccules et utricules, avec leur rôle par rapport à l'accélération linéaire. Les récepteurs de l'équilibre dynamique sont les crêtes ampulaires au sein de chaque canal semi-circulaire. Ils répondent aux accélérations angulaires ou rotatoires dans un plan qui peuvent s'exprimer sous forme de tangage, roulis ou lacets. Enfin, les informations des forces qui agissent au niveau de la tête et sont détectées par les organes autolytiques et les canaux semi-circulaires sont préservées dans la fréquence de décharge des fibres. Ces informations transitent par le ganglion de Scarpa, localisé dans le canal auditif interne. De là, les fibres forment un faisceau commun avec les fibres du ganglion spiral, qui a un rôle donc dans l'audition, appelé nerf cochléo-vestibulaire ou nerf 8, qui pénètre dans le tronc cérébral. Le nerf cochléo-vestibulaire parvient au bulbe et arrive au noyau vestibulaire. Les noyaux vestibulaires se connectent au noyau oculomoteur, à la moelle épinière, au cervelet et au noyau vestibulaire contralatéraux. Aucune afférence vestibulaire primaire ne traverse la ligne médiane. De par ces connexions, le système vestibulaire va renseigner le corps sur les aspects dynamiques et statiques du mouvement par l'intermédiaire donc des canaux semi-circulaires et des organes autolytiques, respectivement. La coordination des mouvements de la tête et des yeux est une des fonctions essentielles du système vestibulaire. Le réflexe vestibulo-oculaire, qui participe donc au nystagmus physiologique, est un mécanisme qui a pour fonction d'induire des mouvements oculaires qui contrebalancent les mouvements de la tête et permettent ainsi de garder le regard fixé sur un point particulier. Ce réflexe met en jeu les connexions des noyaux vestibulaires supérieurs et médians sur les noyaux oculomoteurs qui contrôlent les muscles des globes oculaires, muscles droits internes et externes. Lors d'une rotation de la tête sur la droite, l'activité du canal semi-circulaire droit est augmentée, entraînant une augmentation de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires. Les connexions du noyau vestibulaire droit avec le noyau oculomoteur externe, numéro 6, contralatéral étant excitatrice, l'activité accrue du 6 va commander directement la contraction du muscle droit externe de l'œil gauche et, indirectement, par la mise en jeu du noyau oculomoteur commun ipsilatéral, le 3, la contraction du muscle droit interne de l'œil droit. De façon concomitante, des connexions inhibitrices du noyau vestibulaire droit avec le 6 ipsilatéral, non représenté sur ce schéma, vont induire un relâchement des muscles droits internes de l'œil gauche et droit externe de l'œil droit. Simultanément, et selon les mêmes principes, la rotation de la tête sur la droite va également induire une inhibition de l'activité du canal semi-circulaire gauche pour concourir aux mêmes effets. L'ensemble des noyaux des nerfs crâniens intervenant donc dans le réflexe vestibulo-oculaire, à savoir noyau vestibulaire, oculomoteur externe et commun, ainsi que sa persistance dans les états inconscients, font de ce réflexe qu'il est utilisé comme test particulièrement donc utile pour déterminer les atteintes du tronc cérébral chez les patients dans le coma par exemple. Les aspects statiques du mouvement sont pour l'essentiel traités par les organes autolytiques.
Au travers du réflexe vestibulo-spinal, ce sont les organes autolytiques qui transmettent les informations sur la gravité et l'accélération linéaire aux muscles squelettiques, assurant ainsi les ajustements posturaux de la tête et du corps. Les organes autolytiques se projettent en majorité sur la partie latérale des noyaux vestibulaires, mais également sur les parties inférieures et médianes. De là, les projections vers la moelle empruntent le faisceau vestibulo-spinal latéral qui contrôle les muscles extenseurs antigravitaires, assurant ainsi l'équilibration et le maintien de la posture érigée. En plus de relais vers les noyaux oculomoteurs, les projections des canaux semi-circulaires sur la partie médiane des noyaux vestibulaires sont relayées par le faisceau vestibulo-spinal médian jusqu'aux segments cervicaux de la moelle qui contrôlent les ajustements posturaux de la tête. En plus de projections descendantes, les noyaux vestibulaires émettent des fibres vers le complexe nucléaire ventral postérieur du thalamus contralatéral qui relaie leur message vers les aires corticales de la sensibilité vestibulaire. Chez l'homme, comme chez le singe, il n'existerait pas de zone corticale spécialement dédiée au traitement des informations vestibulaires. Le cortex vestibulaire serait en fait un cortex multisensoriel qui répond aux informations vestibulaires, optocinétiques et somatosensorielles. Le cortex vestibulaire correspond en fait au cortex vestibulaire pariéto-insulaire, VIPC, près de la partie postérieure de l'insula, à l'aire 2V, région vestibulaire pariétale de l'aire 2, l'aire 3AV, aire somatosensorielle vestibulaire, et l'aire 7, lobule pariétal inférieur. Les neurones de ces régions sont connectés au système vestibulaire et répondent à des stimuli proprioceptifs et visuels ainsi qu'à des stimuli vestibulaires. Beaucoup d'entre eux sont activés par des stimuli visuels mobiles ainsi que par la rotation du corps, même lorsque les yeux sont fermés. Ce qui laisse supposer que ces régions corticales sont impliquées dans la perception de l'orientation du corps dans l'espace extracorporel. Divers faisceaux situés entre les noyaux vestibulaires, le cervelet et le cerveau permettent au cervelet de jouer un rôle clé dans le maintien de l'équilibre statique et dynamique. Le cervelet reçoit en permanence des informations sensorielles des organes autolytiques et ampulaires. Ces informations permettent au cervelet de contrôler les activités motrices générées par le cortex cérébral et de faire les ajustements nécessaires. Le cervelet envoie continuellement des influx nerveux aux aires motrices du cerveau en réponse aux informations sensorielles vestibulaires, ce qui incite le système moteur à augmenter ou à diminuer les influx qu'il envoie à des muscles squelettiques précis pour maintenir l'équilibre.